Au nom du président de la Région Centre, François Bonneau, vous remercier de l'invitation qui permettra donc de nous faire partager, moi je l'espère, la politique régionale de la région. Région aussi qui est ici représentée par deux de ses élus du Loir-et-Cher, donc Karine Lohanec-Morin et Monique Reynaud, qui sont sur deux territoires différents de la région, une dans le Vendômois et l'autre dans le Roman-Rontinais, j'arrive jamais à le dire. Voilà. Et excusez bien évidemment Jean-Michel Baudin. Donc j'ai fait le choix d'abord de vous faire un petit peu l'histoire chronologique de la politique des transports en région Centre, avec un point de départ en 1997 qui a été donc pour la région Centre. La région Centre s'est portée volontaire avec d'autres régions pour expérimenter la décentralisation du transport régional. Donc dans cette période, 1997-2001, puisque la loi faisant le transfert de compétences est arrivée après, on y reviendra, donc la région s'est investie dans cette expérimentation, y compris déjà en investissant en ayant un accord avec en débat avec la SNCF, avec du nouveau matériel. Elle n'était pas encore autorité organisatrice de transport. Investit donc dans du nouveau matériel ou dans la rénovation de nouveau matériel. Les premières tarifications régionales ont vu le jour. Et la région aussi a travaillé sur un réaménagement et une augmentation de l'offre. Et je reviendrai tout à l'heure sur la problématique offre et usage. Donc deuxième période, toujours dans la même période, 1997-2001, la région, bien évidemment, n'a pas de compétences, n'a toujours pas de compétences en matière d'infrastructure, mais la région a décidé, pour justement développer le transport ferroviaire en région Centre, c'est d'ailleurs une des rares régions en France à cette époque, de mettre un volet ferroviaire dans le contrat de plan 2000-2006. Un volet ferroviaire qui représentait à l'époque près de 190 millions d'euros, et la région en a financé une centaine de millions. Ce qui a permis, par exemple, sur notre territoire, l'électrification de Tours-Vierzon, ce qui a permis la modernisation de Tours-Chillon, qui était une ligne qui était en très mauvais état du point de vue de l'infrastructure, et dont le système d'exploitation arrivait à bout de souffle. Également les premières études Orléans-Chartres, le projet Orléans-Chartres qui date des années 2000. Je vais passer maintenant à la période 2000-2006, qui est donc la période où la région Centre est devenue, du fait du législateur, autorité organisatrice de transport, avec l'adoption de la loi dite SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. Donc loi qui a transféré la compétence à l'exception d'une région, la Corse. Donc la région devient autorité organisatrice et la région signe le fameux contrat dont vous parlez tout à l'heure, la première convention TER Centre, qui avait une durée de 5 ans et donc qui a duré de 2000 à 2006. Je voudrais aussi insister sur un élément sur les compétences, parce que on s'aperçoit que finalement il y a beaucoup de confusion sur les compétences des uns et des autres. Donc je rappelle que la région Centre n'est simplement compétente que sur le périmètre du TER Centre, que par exemple tout ce qui concerne le transport interurbain, ça vous rappelle, mais le transport urbain, interurbain et le transport scolaire, c'est de la compétence des départements. J'insiste beaucoup parce que c'est tout simplement pas pour dire que c'est de la faute aux autres, mais tout simplement parce qu'on s'aperçoit souvent que les habitants mélangent les compétences. Je voudrais aussi dire qu'il y a une particularité, c'est aussi, il a été parlé tout à l'heure de la région parisienne. La région parisienne a aussi une organisation particulière qui s'appelle le syndicat des transports d'Île-de-France, en fait, qui regroupe le Conseil régional d'Île-de-France et tous les départements
de l'Île-de-France, plus la ville de Paris. Donc en fait, ils ont un mix où ils font du transport urbain, interurbain et régional. Ce qui nous complique d'ailleurs, nous, le travail en tant qu'AOT. Maintenant, je vais vous parler de la période 2007-2014. Donc, dans la période 2007-2014, nous avons renouvelé la convention. Donc, on a signé une deuxième convention TER, un deuxième contrat, cette fois-ci pour une période de 7 ans. Nous avons aussi signé dans cette période un nouveau contrat avec l'État qui est passé de contrat de plan à contrat de projet. Pareil, sur la même période 2007-2014. Je précise aussi que c'est sur tout ça correspond, puisqu'il y a aussi des financements européens qui correspondaient à la même période, et ils sont venus aussi abonder dans les financements du contrat de projet de la région. Nous avons aussi, dans cette période, adopté le schéma directeur d'accessibilité. Nous avons adopté, les élus ont adopté le schéma régional d'aménagement et développement durable du territoire, et j'y reviendrai. Et en avril dernier, donc la région, les élus ont validé la signature de la troisième convention TER, qui sera également d'une durée de 7 ans, donc qui portera sur la période 2014-2020. Je reviendrai tout à l'heure sur l'ensemble de ces thématiques. J'ai voulu donc vous parler maintenant de notre compétence en tant que telle, d'AOT, donc vous parlez du TER Centre. Donc je ne reviens pas sur les chiffres parce que vous les avez déjà vus pour partie dans une diapositive d'un exposé précédent. Donc 1600 km de ligne ferroviaire, 390 trains par jour, 500 km de ligne routière, 160 cars par jour. Alors, quand on parle de train jour et de car jour, c'est en semaine, c'est du lundi au vendredi. En règle générale, les dessertes sont légèrement allégées le week-end ou éventuellement pendant certaines périodes scolaires. C'est 147 gares régionales. Et évidemment, à ça, il faut ajouter, mais on n'a pas les gares nationales, comme Blois, comme Pau, Saint-Pierre. Là, les 147 gares sont simplement des gares dites régionales. Je voudrais donner quelques exemples de dessertes dans votre département, qui concernent votre département. Par exemple, si je prends la desserte Orléans-Vierzon du lundi au vendredi, il y a 18 allers-retours en train, plus en car, puisqu'il y a une particularité sur cette ligne, c'est qu'il y a en plus des trains quelques cars. Si on prend la desserte Blois-Orléans, il y a 23 allers-retours TER. À cela, bien évidemment, il faut rajouter d'autres dessertes qui sont celles d'Intercité, dont Yvon Bory vous a parlé tout à l'heure. Pour vous donner, sans vous donner trop de chiffres, mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, le parc matériel en région centre, ce sont au jour d'aujourd'hui 106 rames qui offrent un peu plus de presque 29 000 places assises. Oui, le parc est important, et bien évidemment, comme il a été indiqué, nous travaillons à ce que ce parc soit plus homogène. D'autres chiffres ont été donnés tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Donc, comme il a été précisé, donc le TER Centre, donc alors, vous avez vu, peut-être pour ceux qui ont été attentifs, qu'il y a un écart de chiffres. Mais c'est tout ça, parce que je pense que moi j'ai pris les chiffres officiels dans le guide TER Centre. Je pense que quand Yvon Bory parle de 70 000, il parle c'est la moyenne sur les 5 jours de la semaine, alors que nous c'est une moyenne sur l'année, 365 jours sur 365, et il est évident que les week-ends et les vacances vont baisser la fréquentation. Voilà. Donc c'est ça l'explication de chiffres. Autre élément important, c'est bien évidemment le TER Centre. Je ne parle que du TER Centre de la Convention, je ne parle pas de l'investissement dans les infrastructures. C'est 15% du budget de la région. Donc le budget de la région, c'est 1 milliard. Voilà. 15%. Donc en fonctionnement, le TER pour l'année 2014, donc la fameuse contribution dont a parlé Yvon tout à l'heure pour équilibrer le
fonctionnement du système. Donc c'est 144,8 millions d'euros. Nous avons décidé dans la nouvelle convention aussi de mettre une ligne d'investissement sur le matériel parce que nous savons qu'un certain nombre en gros, un matériel ferroviaire de 40 ans. Et on sait qu'au bout de 20 ans, on a un certain nombre d'opérations importantes à faire avec des organes à changer. Donc nous avons décidé, y compris dans le cadre de l'amélioration de la transparence que nous voulons avec l'exploitant, le mettre sur une ligne d'investissement. Et donc chaque année, nous mettrons 8,5 millions d'euros dans l'investissement pour, je parle simplement l'entretien, enfin les grosses réparations sur le matériel existant. Je ne parle pas des investissements dans le matériel qui sont là. Voilà. Donc si vous voulez, les 144,8 millions, ils se répartissent en deux grosses parties. Il y a ce qu'ils vont en parler tout à l'heure, c'est-à-dire les charges forfaitaires. C'est un forfait de charge. Là-dedans, il y a beaucoup effectivement tout ce qui touche les salaires. Il y a aussi l'énergie, voilà, les grosses masses. Et ensuite, ce qu'on appelle les charges, nous, à l'euro, c'est-à-dire qu'en fait, nous remboursons tout simplement à la SNCF les péages que nous payons pour faire circuler les trains. Et pour l'instant, mais ça changera au 1er juillet 2015, les transports routiers. Puisqu'aujourd'hui, c'est la SNCF qui s'occupait des transports routiers. Et dans le cadre de la nouvelle convention, à compter du 1er juillet 2015, c'est la région centre qui s'occupera directement. Il y aura des délégations de services publics, etc. Nous travaillons avec France-Net, par exemple, et avec d'autres. Voilà. Mais c'est la région qui organisera les appels d'offres, qui signera directement des conventions avec les transporteurs routiers. Donc à partir du 1er juillet 2015. Alors, la région autorité organisée de transport, donc, évidemment, j'y reviens, elle a un certain nombre de responsabilités. C'est elle qui définit l'offre de transport régional, ferroviaire et routière. Bien évidemment, pour ce qui concerne les trains, je crois que ça a déjà été évoqué, mais nous ne faisons pas tout à fait ce que nous voulons, puisque bien évidemment, nous le faisons dans le cadre d'un catalogue, pour que ça soit compréhensible au grand public, un catalogue qui nous est présenté par Réseau Ferré de France, avec un certain nombre de créneaux horaires, où nous essayons d'y inclure du mieux possible des desserts qui correspondent aux besoins. Et je reviendrai sur cette question tout à l'heure au travers du fonctionnement des comités de ligne. Bien évidemment, c'est la région qui décide d'investir dans le matériel, même si la SNCF reste propriétaire du matériel, c'est la région donc, qui décide. Bien évidemment, la SNCF apporte son ingénierie, son technique, etc. Mais c'est la région qui décide d'acheter le matériel. Ce sont les élus régionaux qui votent en session du Conseil régional des investissements pour le matériel roulant. C'est la région qui décide donc du réseau de distribution dans sa diversité. Ça va des distributeurs, ce qu'on appelle les DBR, y compris, on discute aussi c'est dans la convention des horaires d'ouverture des guichets. Les tarifications régionales sur lesquelles je reviendrai plus en détail tout à l'heure. Et bien évidemment, c'est nous qui définissons les objectifs pour la qualité de service, et j'y reviendrai également tout à l'heure, puisque c'est un sujet important. Donc, le périmètre de ce TER centre, c'est des liaisons ferroviaires, dont j'ai parlé tout à l'heure, TER. Ce sont des lignes routières de substitution. Par exemple, on a des liaisons sur Tour-Loche, Tour-Châteauroux. Il y a des endroits, par exemple, où on n'est pas en capacité, même quand il y a des trains, de répondre à la demande des trains, parce que les systèmes d'exploitation ne le permettent pas. Je pense par exemple à Tour-Loche, je pense par exemple sur votre région, à Tours, Vendôme, Châteauroux, Vendôme, Châteaudun. Donc nous mettons en substitution à côté une ligne routière. Et puis il y a des lignes routières d'intérêt régional, comme Châteauroux, Soudimbourg, je ne rentre pas dans les détails. Tout ça, de toute façon, nous a été, défini au moment du transfert par le législateur. Voilà. Donc,
Bien évidemment, pour faire fonctionner ce système, la région, évidemment c'est prévu dans la loi, mais la région a beaucoup développé au fil des temps la mise en place des comités, ce qu'on appelle les CLAD, les comités locaux d'animation et de développement. D'ailleurs, dans votre département, il y en a 3. Il y en a un qui concerne la ligne Tours-Châteaudun. D'ailleurs, c'est Karine Goenec qui en est la présidente du comité de ligne. Il y a le comité de ligne entre Tours et Tours-Blois-Orléans. Il y a un comité de ligne Tours-Vierzon-Bourges. Et il y a un comité de ligne sur le BA, c'est-à-dire entre Sudbury et Valence. Donc ces comités de ligne sont des lieux d'écoute, des lieux d'échange, mais aussi des lieux de proposition pour les élus locaux, pour les usagers. Je rappelle que dans ces comités de ligne, donc, il y a tous les élus locaux, donc les maires ou leurs représentants, dans un périmètre de 7 km autour des gares et des points d'arrêt. Il y a les conseillers généraux concernés par les territoires, les parlementaires, les associations d'usagers quand il y en a, l'AFNOD, parce que les associations d'usagers ne sont pas toutes adhérentes de l'AFNOD, et puis depuis quelques années, finalement, les comités de ligne sont ouverts à qui veut bien venir, à l'ensemble des usagers, puisque nous faisons de l'information par l'affichage, par la presse, etc. Sont membres aussi de ces CLAD les syndicats représentatifs de salariés de la SNCF, et y participe bien évidemment la SNCF, puisque c'est l'exploitant, et Réseau Ferré de France, puisque la question des sillons, y compris la question des infrastructures, j'allais dire, sont aussi évoquées dans les comités de ligne. Et nous invitons aussi aujourd'hui, quand nous avons des dessertes sur le même axe, l'État, puisque l'État est depuis le 1er janvier 2011 autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire, autrement dit des intercités, les trains de nuit qui s'appellent l'UNEA, je crois, et puis un certain nombre d'autres trains qui s'appellent TEOSE. Je parle sous le contrôle du spécialiste, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ce sont des lieux importants parce qu'on y parle bien évidemment de ponctualité, on y parle d'information voyageurs, on y parle d'accessibilité, on y parle de propreté dans les trains, on y parle de qualité de l'accueil, on y parle de confort, on y parle en fait de tout ce qui fait la qualité du service public. Bien évidemment, on y parle aussi d'horaire, et il s'avère qu'il arrive qu'après un comité de ligne, nous mettons en place un groupe de travail pour réfléchir si on est en capacité, bien évidemment, je parle du train. C'est à partir des questions que j'ai soulevées tout à l'heure, c'est-à-dire les contraintes du réseau, si on peut améliorer une desserte parce qu'elle répond mieux aux besoins des salariés de telle entreprise, elle répond mieux à telle desserte, etc., de telle commune, de telle ville, etc. Voilà. Donc ces comités de ligne se réunissent à minima une fois par an, et j'allais dire se réunissent autant que de besoin s'il y a des questions particulières à traiter. Donc, pour nous, la qualité de service est donc un élément important de la qualité du service public. Et bien évidemment, nous avons mis dans la nouvelle convention que nous avons signée en avril des éléments complémentaires pour arriver à améliorer encore plus la qualité de service. Je vais vous parler notamment de la ponctualité, puisque dans la convention précédente, il y avait un système bonus-malus. Aujourd'hui, il n'y a plus ce système bonus-malus. C'est-à-dire qu'en gros, on met un objectif. Si la SNCF ne le respecte pas, c'est elle qui paiera. Ce que on ne souhaite pas, on préfère qu'elle arrive à l'heure, paiera un malus. Et nous avons intégré, ce qui est nouveau dans la convention, c'est qu'aussi, en cas de non-respect de tous les critères qui ont été mis en termes de qualité, avec une mesure donnée sur un temps donné, par ligne, que les usagers puissent aussi en bénéficier par ce que j'appellerais une remise commerciale sur un abonnement. Ça vaut pour les abonnés, sur un abonnement pour le mois qui va suivre. J'y viendrai maintenant aux tarifications régionales, parce que c'est un élément important qui reste encore souvent parfois méconnu.
D'ailleurs, il y a un travail permanent. D'ailleurs, il y a à votre disposition le numéro d'Interligne du mois de ce trimestre qui sera distribué dans les gares après-demain, où on rappelle toutes les tarifications existantes en région centre. Je parle bien des tarifications régionales qui s'ajoutent bien évidemment aux tarifications nationales pratiquées par la SNCF. Donc il y a l'abonnement de travail. Alors l'abonnement de travail qui est un abonnement mensuel ou un abonnement annuel avec prélèvement automatique. C'est un abonnement qui permet aussi de se déplacer pas simplement en région centre, mais nous avons des accords dits de réciprocité avec les régions qui nous entourent. Je crois que ça a déjà été évoqué par un interlocuteur précédent. Donc, en ce qui concerne l'abonnement de travail avec Pays de la Loire, avec Bourgogne, avec Limousin, avec Poitou-Charentes. Et il est tous les salariés peuvent en bénéficier, et tous les stagiaires de formation professionnelle, bien évidemment, il y a un certain nombre de preuves à apporter, d'attestations, etc. Mais c'est une facilité relativement importante, puisque ça permet en gros, par rapport au plein tarif, d'aller quasiment jusqu'à 75% de réduction, et je ne parle pas bien évidemment là de la participation de l'employeur, qui est devenu obligatoire depuis quelques années, puisque l'employeur doit participer à hauteur de 50% à l'abonnement, comme il doit participer à hauteur de 50% pour, c'était dit tout à l'heure, quand quelqu'un, par exemple, a un abonnement de vélo, un abonnement de car, etc. Il y a une petite différence pour les salariés de la fonction publique, puisque le tarif n'est pas tout à fait le même, et d'une collectivité à l'autre, il peut y avoir des collectivités qui appliquent la règle nationale, d'autres qui, comme la région centre, par exemple, remboursent en totalité aux salariés de la région centre leurs frais de transport en commun. J'y viens. C'est parce que ce n'est pas une tarification, c'est une aide à la mobilité. Deuxième série de tarifications qui concerne les étudiants. Donc je rappelais tout à l'heure, c'est pour ça que j'insistais sur les compétences, parce que souvent on me dit mais pourquoi vous ne faites pas de tarification pour les lycéens? Ben non, le transport de lycéens rentre dans les transports scolaires, donc c'est compétences département. Ce qui ne veut pas dire que les lycéens n'empruntent pas les trains, mais dans ces cas-là, on a une convention entre la région et le Conseil général, et c'est le Conseil général, bien évidemment, qui vient compenser à la région ce qu'il a décidé de financer dans les transports scolaires. Donc, le terme Bac+, est à destination des étudiants de moins de 28 ans, vous voyez qu'on va assez loin dans la couverture. Alors, la carte Bac+, c'est fait uniquement pour les étudiants qui sont plutôt en internat et qui rentrent une fois, voire 2 fois maximum par semaine. Donc ils achètent une carte annuelle qui vaut 30 € et qui leur permet de voyager avec une réduction de 50% en deuxième classe sur le trajet domicile-études. Et qui leur permet de voyager à 50% tous les week-ends, jours fériés et du 1er au 31 octobre sur l'ensemble de la région centre. Donc c'est quand même une tarification relativement intéressante. Le TER apprenti, c'est à peu près la même chose, la seule différence c'est moins de 26 ans et c'est les mêmes conditions qu'autrement que le TER Bac+. Il y a aussi une tarification qui est très importante, c'est la tarification, c'est le chéquier régional vers l'emploi. Donc c'est un accord qui a été passé avec Pôle emploi, Mission locale, PAIO, parce que ce sont ces organismes-là qui délivrent le chéquier. Donc c'est un chéquier qui vous permet avec 20 chèques. Le chèque fait un aller, c'est-à-dire que si vous faites un aller-retour, il faut 2 chèques. Voilà. Et par contre, c'est complètement transparent, c'est-à-dire que vous allez au guichet avec votre chèque et on vous délivre un titre de transport. Donc dans le transport, vous n'êtes pas mis à l'index parce que vous êtes chômeur, vous avez un titre de transport comme n'importe quel usager du transport. C'est très important, je souligne ça parce que c'est très important, et c'est très important pour les élus régionaux que ce système se fasse de cette sorte. Donc voilà, et bon, il y a tout je ne rentre pas dans le détail, mais si ça vous intéresse, ce sont des documents, il y a une série de critères pour bénéficier de ces chèques régionaux vers l'emploi. Autre type de tarification, c'est la tarification loisiriste. Celle-ci elle est ouverte à tous les habitants de la région centre. C'est une carte qui coûte 15 € par an et qui vous donne droit à 50% de réduction sur l'offre TER sur tout le territoire centre
les samedis, dimanches, jours fériés, pour un trajet aller-retour effectué dans la journée. Et bien évidemment, avec cette même carte, vous pouvez en faire bénéficier 3 personnes autour de vous. Donc c'est quand même, la famille, c'est quand même relativement intéressant. Et en plus, il y a des accords avec des sites touristiques qui permettent, avec la carte loisiriste, d'avoir des réductions sur des sites touristiques. Je vous donnerai pas la liste, c'est pareil, elle figure dans les documents. Et puis, il y a des tarifications événementielles à 4 €, qui sont mises en place quand la région est partenaire de gros événements en région centre, et notamment les journées du patrimoine. Il y a BD Book, par exemple, à Blois, il y a les rendez-vous de l'histoire. Alors là, c'est pas un partenariat, mais c'est pour d'autres raisons. Il y a aussi la Saint-Sylvestre, 4 €. On prend soin de la santé des conducteurs. Les portes ouvertes, c'est important, les portes ouvertes des universités de Tours et d'Orléans. Voilà en gros pour les tarifications. Il y a une tarification qui n'est pas à 4 €, mais 50% du billet, c'est au moment du printemps de Bourges, tous les gens qui vont au printemps de Bourges. Avec un accord, je le dis parce que ça peut intéresser d'autres personnes, avec un accord de réciprocité avec Pays de Loire, quand ils font ce qu'ils appellent les folles journées de Nantes, qui est maintenant relativement connu. Et puis nous avons mis en place, le Conseil régional a mis en place dans le mandat en cours, des aides à la mobilité. Alors il y en a une qui s'appelle Mobilico Centre, qui est à destination de tous les salariés qui habitent en région centre, et qui fait qu'au final, une fois qu'ils ont eu la participation de l'employeur, au maximum il leur reste 75 € à leur charge. Et donc pour ça, il faut être tout simplement détenteur d'un abonnement SNCF, plus de 150 € mensuels, dans ce moment, si je divise par je mets la participation, voilà. Donc pour le trajet domicile-travail. Et ça s'applique bien évidemment sur le TER, sur les trains nationaux, et y compris sur les TGV entre Vendôme et Paris, ou entre Tours et Paris, bien évidemment dans les conditions d'un train TER deuxième classe, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le tarif TGV, on prend l'équivalent d'un aller Tours-Paris par la ligne classique, voilà, et en deuxième classe. Donc tout état de cause, ça s'applique sur une tarification deuxième classe. Donc même les gens qui choisissent la première classe en bénéficient, et bien évidemment, la participation, leur part reste plus élevée, mais bon, ils ont fait le choix de prendre la première classe. Et puis, depuis le début de l'année, c'est applicable depuis le mois de février, nous avons mis en place une aide pour les jeunes qui s'applique sur un abonnement national de la SNCF, qui est l'abonnement étudiant-apprenti. Et nous l'avons appelé donc abonnement étudiant-apprentissant, qui s'adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans, qui sont étudiants, apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle. Et pareil, c'est plafonné à 75 €. C'est-à-dire que, alors bien évidemment, c'est limité au périmètre de la région centre, mais tous les jeunes qui se déplacent en région centre pour ces motifs-là, ils ne paieront pas plus de 75 €. Et même plus que ça, puisque ce système fait que ça fait aussi diminuer l'ensemble des jeunes leur participation sur ce type d'abonnement en région centre. Autre sujet, l'intermodalité. Je pense que ça a été beaucoup évoqué depuis ce matin. C'est pour la région centre. Le TER, le transport régional ne peut pas se développer en vase clos. Le transport régional ne peut se développer qu'en travaillant avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport en région centre, mais aussi avec l'ensemble des collectivités locales en région centre. Donc, un premier sujet qui a été traité en région centre depuis 2002, c'est la mise en place de la billettique. Alors la billettique, c'est tout simplement un support, c'est une carte billettique qui vous permet d'aller charger dessus des abonnements. Donc ça a été mis en partenariat avec l'agglomération tourangelle et le conseil général d'Indre-et-Loire. Et la carte s'appelle Multipass. D'ailleurs, elle devrait évoluer, puisque bientôt elle ne s'appellera plus Multipass, si je ne m'abuse, elle s'appellera JV Malin. Et j'en parlerai tout à l'heure, JV Malin. Mais j'en parle maintenant. La centrale d'information donc multimodale, JV Malin, qui a été mis en place donc
avec quasiment la totalité des autorités. Je crois qu'il y a 22 autorités organisatrices de transport en région centre, et JV Malin a été mis en place avec 18 autorités organisatrices. Alors JV Malin, c'est un site qui vous offre de l'information multimodale, quel que soit le mode de transport que vous prenez en région centre, que vous preniez le TER, que vous preniez le réseau du Loir-et-Cher, comme ça a été évoqué tout à l'heure, que vous preniez le réseau urbain de Blois, bien vous allez sur JV Malin et on va vous renseigner sur... alors vous pouvez y aller soit par internet, soit par le téléphone, il y a une application sur le téléphone mobile. Elle vous renseigne sur les horaires existants, sur les temps de parcours, sur les tarifs, sur les correspondances possibles, sur les conditions d'accessibilité, y compris même vous avez possibilité d'accès au plan de quartier. Ça vous donne y compris des temps de trajet que vous avez à faire à pied, par exemple, pour aller si vous mettez j'habite telle adresse à tel endroit, on va vous donner le temps de trajet pour aller de votre maison jusqu'au premier arrêt du transport collectif. Donc JV Malin, donc, qui va devenir aussi la marque de la future carte, de la future billettique et de la future carte de billettique qui verra le jour en 2015. Autre élément pour favoriser l'intermodalité, j'aurais pu vous en parler dans les tarifications, mais j'ai fait exprès de vous en parler dans l'intermodalité, c'est Starter et Starter étudiant. Alors Starter et Starter étudiant, ça permet donc, pour les gens qui ont un abonnement de train, un abonnement de travail, un abonnement Terre Plus, etc., de passer sans difficulté du train au bus. Ils achètent une carte, ça leur offre une réduction, et ils peuvent aller comme ça dans plusieurs moyens de transport. Ça peut être le TER plus le bus urbain, mais ça peut être le TER plus le bus urbain plus le quart du département quand l'accord existe. Alors ça fonctionne aujourd'hui en Indre-et-Loire avec l'agglomération et avec le Conseil général. Ça fonctionne dans le Loir-et-Cher avec le réseau Azalis, donc avec l'agglomération de Blois, et ça fonctionne sur l'agglomération d'Orléans avec les transports d'agglomération orléanaise. Et puis il y a une particularité aussi sur l'agglomération de Blois, aussi qui favorise l'intermodalité, c'est ce qui s'appelle TER+, c'est tout simplement un habitant d'agglo de Blois qui a un ticket de bus, un ticket de monter dans le bus ou dans le tram de l'agglo. S'il prend la ligne entre Orléans et Saint-Cyr-en-Val, il peut monter dans le train avec son ticket de bus, d'Orléans jusqu'à Saint-Cyr-en-Val. Et pour les gens aussi qui font des trajets Orléans, La Chapelle, Saint-Mémin, qui est une des premières communes de la périphérie. Voilà pour ce qui concerne l'intermodalité. Je vous parlais tout à l'heure de la multimodalité. Mais je vais vous parler tout de suite de l'accessibilité. C'est aussi un enjeu important pour le transport régional, parce que quand on parle des personnes à mobilité réduite, on a souvent tendance à réduire aux personnes qui sont en fauteuil roulant. La mobilité réduite, monsieur parlait tout à l'heure des seniors. Il y a aussi les mamans avec les fossettes et les enfants. Il y a aussi les familles quand elles partent en vacances avec des kilos de bagages et des valises. Il y en a de plus en plus, c'est plutôt d'ailleurs réjouissant. Donc, lorsqu'on met et qu'on investit dans l'accessibilité, vous voyez que ça ne se réduit pas simplement, et c'est important de le faire parce que l'égalité des droits, ça existe dans ce pays, je crois que même c'est dans la Constitution. Donc la mise en accessibilité du réseau. Donc la région n'avait pas attendu la loi de 2005, puisque en 2002, elle a élaboré un premier schéma. Elle l'a fait d'ailleurs en partenariat avec, bien évidemment, l'exploitant, mais elle l'a fait aussi en partenariat avec les principales associations qui représentent les personnes handicapées dans leur diversité. Et ça a permis donc, en 2004, de signer une convention cadre de 5 ans avec l'État, avec la SNCF et Réseau Ferré de France. Et ça a permis concrètement donc, de réaliser un réseau maillé de 33 gares régionales, où nous avons équipé, alors bien évidemment, quand je parle des gares régionales, je me limite aux bâtiments voyageurs. Ce qui a été mis en accessibilité, ce sont uniquement les bâtiments voyageurs et leur accès, c'est-à-dire entrer, pouvoir sortir du bâtiment voyageur. Mais pas les quais et l'accès aux quais. D'ailleurs, vous le sauriez, vous l'auriez vu si c'était le cas.
Malheureusement, c'est pas le cas. Donc 33 gares régionales ont été mises en accessibilité. Dans ce contrat cadre, ça a permis aussi de financer la mise en accessibilité des quais de toutes les gares de Sologne entre Orléans et Vierzon. Je pense à Saint-Brie, je pense à la Motte-Beuvron, etc. Donc on a remis les quais à hauteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une certaine hauteur pour les quais pour qu'on arrive, j'allais dire, de plein pied dans le matériel roulant. Et tous les matériels roulants qui sont achetés aujourd'hui, ils sont prévus pour ça, ils sont aux normes accessibilité. Et nous avons aussi réalisé des investissements dans 2 grosses gares régionales sur la ligne Paris-Chartres-Le-Mans, du côté au nord de Chartres. En 2008, comme la loi nous l'indiquait, même plus que nous l'indiquait, nous le demandait expressément, donc le Conseil régional a adopté le schéma directeur d'accessibilité. Mais la responsabilité du schéma directeur s'arrêtait à définir les objectifs, prioriser les investissements à faire, puisque les propriétaires, c'est-à-dire côté bâtiment voyageurs, quand il reste des choses à faire, c'est du ressort de la SNCF, et côté tout ce qui concerne les quais, c'est du ressort des RFF. Voilà. En 2014, lorsque nous avons signé la nouvelle convention, nous avons mis en œuvre une des décisions d'ailleurs prises dans ce schéma. Nous mettons en place, c'est en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et ça se déploiera jusqu'au 1er juillet 2015, ce qu'on appelle accès TER dans 74 gares, donc de la région centre. C'est un service gratuit. Il suffit de téléphoner, je crois que c'est 48 heures avant, et qui permet d'accompagner les personnes à mobilité réduite jusqu'au train, c'est-à-dire que les personnes viennent dans la gare avec leurs propres moyens, ou se font amener dans la gare où ce service existe, et après on les prend en charge jusqu'à l'arrivée, y compris parfois en taxi. Voilà. Pour ce qui concerne l'accessibilité. Bien évidemment, tout le matériel que nous achetons, le matériel roulant est accessible, y compris il y a 2 lignes routières qui sont totalement accessibles. Une fois que c'est dans l'Inde, entre Châteauroux et Bourges, et la ligne Tourchinon. Donc l'accessibilité, j'en ai terminé. Je peux être trop long, il faut faire attention au temps. Ça va? Il faut que j'accélère un peu. Il me reste combien de temps? Bon, je vais accélérer. Autre sujet important dans la politique régionale des transports, c'est ce que nous appelons les circulations douces. Donc la région, pareil, les élus régionaux ont décidé d'un certain nombre de choses. Donc un plan vélo. Alors le plan vélo, il consiste à quoi? Il consiste à, ça a été dit tout à l'heure, je crois par la dame qui est intervenue, qui s'occupe du PDE de l'hôpital de Blois. Il faut sécuriser. On s'aperçoit que si on veut que les gens utilisent les vélos, qu'ils ne les mettent pas trop dans le train, parce qu'on a aussi un problème avec ce sujet-là. S'il y a trop de trains dans le vélo, trop de vélos dans le train, ça nous pose quelques soucis. Donc on déploie un programme de sécurisation des abris vélos en gare. C'est-à-dire ceux qui existent, on les sécurise, ou on va en construire des nouveaux sécurisés. Le plus proche qui va se faire ici, c'est pas dans le département, mais c'est en Oise, dans les mois qui viennent. D'ailleurs, c'est pas la région où il est pour rien, mais il y a un très bel abri sécurisé en gare de Blois. Donc ça, c'est le plan vélo, sécurisation. On favorise aussi via les contrats de territoire la sécurisation, parce que c'est bien de demander aux gens de prendre le vélo, mais souvent les itinéraires ne sont pas du tout adaptés pour prendre le vélo. Donc on favorise en gros le financement d'itinéraires sécurisés, cyclables, au travers des contrats des nouveaux contrats territoriaux. Bien évidemment, il y a la loi à vélo, qui fait partie ici où on développe, il y a eu le schéma régional vélo-route et vélo vert, les voies vertes, et nous avons mis en place depuis 4 ans un service spécifique sur le train interloire, c'est-à-dire le train qui fait Orléans, Blois, Tours, Nantes, et les week-ends il va jusqu'au Croisic,
un système avec un fourgon spécifique dédié ça fonctionne du 15 juin au 15 septembre et qui permet donc aux gens de mettre gratuitement les vélos dans les trains, et on peut accueillir jusqu'à 40 vélos dans chacune des circulations. Voilà. Après, vous savez, c'est un problème de possibilité du matériel, voilà. Donc ça a été, puisque c'est vraiment... comment ? Voilà, Monsieur Bory répondra à la question tout à l'heure sur les problématiques plus les contraintes qui nous sont... On ne peut pas tout faire avec les vélos. On peut faire des choses, mais on ne peut pas tout faire. Là, je reviens rapidement sur la multimodalité. Je viens maintenant sur la multimodalité. Donc, au travers de la politique des gares, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a identifié en gros en région centre une vingtaine de gares où la région va apporter des financements à partir bien évidemment d'une analyse concrète pour favoriser tout ce qui est multimodalité à la gare, c'est-à-dire l'arrivée du transport départemental, l'organisation du parking, la mise en place effectivement de parking pour les vélos. Et donc la région a mis en place un système donc, qui permet de financer jusqu'à 40% des projets qui sont portés par les territoires pour ces gares concernées. Il y a aussi en termes de multimodalité des conventions avec les départements. Tout à l'heure, il a été évoqué le transport à la demande. Nous avons, dans le cadre des conventions région-département, nous contribuons à des financements dans le GR1, tout simplement parce qu'il y a eu un travail entre les AOT pour que les gens qui empruntent ces TAD puissent être, j'aime pas le terme, mais je peux trouver mieux, être abattus vers les gares TER, donc complémentarité. Et puis, je voudrais vous parler d'une expérience un peu nouvelle et originale qui est en cours depuis 1 an. Donc sur la communauté de communes d'Azel-Rideau, c'est dans l'Indre-et-Loire, mais ça peut faire tâche d'huile ailleurs. En fait, c'est une initiative locale, c'est-à-dire c'est la communauté de communes d'Azel-Rideau qui finalement s'est dit j'ai une gare à Azel-Rideau, elle est un peu excentrée de Montbourg, et puis j'ai un certain nombre de communes sur mon territoire. Est-ce que je ne pourrais pas inventer un système pour que les gens qui vont à Tours, plutôt que de prendre la voiture, ils prennent le train à Azel-Rideau. Donc, ils ont rencontré le conseil général d'Indre-et-Loire, puisque c'est lui l'organisateur du transport interurbain. Ils ont rencontré la région centre, et donc nous avons décidé de cofinancer une navette qui, je crois qu'il y a 7 ou 6 allers-retours dans la journée, sauf le week-end, qui amène les gens de ce territoire vers la gare d'Azel-Rideau. Visiblement, c'était en expérience, c'est une expérience qui s'avère intéressante, puisque nous avons décidé, c'est pas encore en œuvre du point de vue opérationnel, mais cette année de mettre en œuvre une tarification unique, c'est-à-dire que la personne qui va prendre la navette, qui va à Tours, elle peut acheter son billet à la gare SNCF de Tours, et elle aura un seul billet pour aller de sa commune, par exemple Sachet, jusqu'à Tours. Voilà, vous voyez pourquoi les choses avancent lorsqu'il y a un dialogue permanent avec les élus, avec les territoires, avec les autorités organisatrices du transport. Les infrastructures, alors je répète, les infrastructures, ce n'est pas une compétence de la région, les infrastructures ferroviaires, c'est Réseau Ferré de France qui en a la responsabilité, mais la région a décidé d'investir dans les infrastructures ferroviaires. Et sur la dernière période, donc le contrat de plan, contrat de projet de la région, je m'y perds, parce que le prochain s'appellera contrat de plan. Donc, il a été mis quand même 256 millions d'euros, et nous en sommes aujourd'hui à 98% de consommation de ces 258 millions d'euros, dont 142 millions qui ont été apportés directement par la région centre. Et en l'occurrence, donc l'électrification de Bourg-Saint-Caise, Tour-Vierzon, modernisation de Dourdan, Vendôme-la-Membrole. C'était important, on l'a fait, parce que tout simplement, si nous ne l'avions pas fait, aujourd'hui je ne suis pas sûr que les trains circuleraient encore, ou du moins s'ils circulaient, ils circuleraient sans doute dans des conditions commerciales très déplorables, c'est-à-dire à 40 à l'heure ou à 50 à l'heure, c'est-à-dire en gros ce qu'on a connu sur le Loire-Argent il y a pas si longtemps. Mais là, dans le cadre d'un cofinancement, c'est-à-dire État, région, et même Réseau Ferré de France, je crois, apporter quelques millions sur ce financement de la remise à niveau de cette ligne et sa modernisation.
La réouverture donc, du tronçon Chartres-Bordeaux dans le cadre du projet Chartres-Orléans qui sera effective en fin d'année 2015. La modernisation de Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, il s'agit surtout de suppression de passages à niveau qui étaient considérés dangereux dans le département de l'Indre. Et puis bien évidemment, hors CPER, un sujet que je sais que quelques-uns ici ont à cœur, c'est le blanc-argent, puisque nous étions dans une situation où, je m'en souviens très bien, un mois avant les vacances d'été, la SNCF, l'exploitant, nous informe effectivement que RFF et la fameuse autorité dont M. Bory a parlé, c'est-à-dire le PSF, nous indique que l'état de la voie ne permet de rouler qu'à 40 à l'heure. Vous imaginez, exploiter une ligne à 40 à l'heure, ça devient très compliqué. Ce qui veut dire, en clair, si on ne fait rien, l'exploitation ferroviaire disparaît. Donc après moult débats, discussions, etc., nous avons abouti à un projet de rénovation de près de 15 millions et la région a apporté 8,85 millions à ce projet. Voilà. Et donc l'EPA refonctionne depuis maintenant, je crois, 2 ans. Et d'ailleurs, il y a encore des investissements à venir, notamment pour améliorer le système d'exploitation, et je pense que ça sera opérationnel courant en fin 2015. Et puis, un dernier mot rapide, pour vous dire que tout ça se fait dans une cohérence politique, et que, bien évidemment, lorsqu'il a été débattu pendant de longs mois avec beaucoup de monde, je crois que c'est près de 4000 personnes qui ont participé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et développement du territoire, bien évidemment, les questions de transport et de déplacement et de mobilité ont été au cœur. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tout. Quand je parle du diagnostic, ce n'est pas le diagnostic général ni du SRAT ni de la partie transport, mais j'ai fait un focus sur une question, bien évidemment, qui est une question pas de question simplement de la région centre, mais une question de société, que je crois que vous entendrez tout à l'heure, qui est la problématique incontournable pour notre société, pour notre planète, pour ceux qui vivent dessus aujourd'hui, qui est la question des émissions de gaz à effet de serre. Et bien évidemment, en région centre, on n'est pas en dehors des moyennes, je veux dire qu'on n'est pas meilleur. Voilà, vous voyez que simplement, pour le transport, la mobilité voyageur, c'est-à-dire tout mode confondu, la voiture, le train, etc., la part, c'est 18%. Si j'y ajoute le transport marchandise, on arrive à 31%. Donc vous voyez que c'est quand même pas neutre. Le poids des émissions de CO2 dans ce secteur, et bien évidemment, si nous agissons dessus, on peut avoir, et c'est, j'allais dire, très urgent, d'agir sur ce. Mais un deuxième, mais ça corrobore ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que la majorité, je vais renvoyer la formule consacrée tout à l'heure, les autosolistes sont aussi très très fortement. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture, notamment pour du domicile de travail, où ils sont tout seuls dans la voiture, et on s'aperçoit plus largement, pour l'ensemble des trajets, que plus les parcours sont longs, plus la voiture individuelle est utilisée. Voilà. Donc on a un vrai sujet sur ce domaine, et je crois que ce qui a été dit par tout à l'heure l'intervenante de l'hôpital de Blois est tout à fait significatif, puisqu'elle nous indiquait que 83% des salariés de l'hôpital de Blois, ils sont 2800, sont autosolistes. Alors ça a légèrement évolué depuis, puisqu'ils ont agi, il faut un peu de covoiturage. Donc, au travers de ce SRAT, la région s'est fixée, au travers bien évidemment de tout ce qui concerne la mobilité, s'est fixé quelques objectifs: diminuer l'impact écologique des modes de transport, en favorisant le report modal vers un mode collectif ou doux. Et ça, je vous donne des détails tout à l'heure. Il y a un sujet aussi qu'il faut aborder, on s'aperçoit aussi qu'au fil du temps, la distance domicile-travail ne cesse de croître, et on pense que c'est un vrai sujet et qu'il faut repenser le lien entre urbanisme et transport. Je crois qu'on a un certain nombre d'outils pour ça, je pense au SCOT, je pense là. Et notamment, et ensuite, la région sera, on n'a pas encore tout à fait les modalités parce qu'il n'y a pas les décrets d'application, mais avec la loi MAP, modernisation de l'action publique, la région devient aussi chef de file en matière
l'intermodalité, la multimodalité. Donc je pense que, avec des documents qui deviendront obligatoires en termes d'application, même si au départ, bien évidemment, ils seront largement concertés, débattus avec l'ensemble des collectivités, parce que ça ne peut pas se faire autrement. Et puis la région a clairement dit qu'elle voulait donner une priorité au mode ferroviaire, avec l'ambition d'augmenter de 50% l'usage du TER5. Alors pour ça, bien évidemment, se donner des objectifs, c'est une bonne chose, mais il faut essayer de se donner des moyens d'action. Et donc la région a décidé un certain nombre de leviers d'action pour arriver à ces objectifs. Ça a déjà été dit, mais je le dis très rapidement, c'est la réouverture au trafic voyageur de dessertes interpôles comme Chartres-Orléans. Chartres est le chef-lieu de département, même si on peut engager le débat sur les départements, n'est pas relié à la capitale régionale, et tous, même pas, d'ailleurs aujourd'hui pas non plus à tous, ce qui fait que les étudiants, par exemple de Chartres, ont beaucoup de difficultés pour aller sur Orléans autour, et il y a une petite tendance à aller sur l'Île-de-France. Et puis bien évidemment la desserte périurbaine, même un peu plus entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire. Il y a aussi le développement quantitatif et qualitatif de l'offre ferroviaire. Alors là, bien évidemment, il y a la question du renouvellement du matériel roulant. Dans quelques jours, sera livré sur la région des premières rames de niveau qui desserviront l'axe Paris-Charles-de-Mans. Et donc, effectivement, puisque je vous parlais de quantité, sur cet axe, nous avons des difficultés d'insertion. Donc, on sait qu'on ne peut pas rajouter des trains à l'infini. Donc, on a fait le choix de prendre des trains très capacitaires. Et les rames que nous avons achetées permettent de mettre 572 personnes assises. Et comme nous les mettrons en double, ça fera plus de 1000 personnes dans chaque train. Voilà. Et là, on est vraiment sur du transport entre Chartres et Paris, avec quelques arrêts d'ailleurs en Île-de-France du côté de Rambouillet. Je voudrais dire aussi que, bien évidemment, en termes de... Il n'y a pas que l'offre, il faut faire de l'offre, et nous avons vu au fil du temps qu'avec l'offre, nous avons augmenté l'usage, mais on s'aperçoit aussi qu'on est à un moment dans le transport public qu'il faut améliorer, que la qualité de service aussi permet de faire venir des gens au TER, et c'est donc autour de ça que nous avons construit la convention TER 2014-2020, parce qu'on se rend bien compte que les gens ils veulent être sûrs quand ils prennent le train. Ben, grosso modo, ils savent que le train va rouler, qu'ils vont être assis, c'est-à-dire que la composition du train sera respectée. Mais il peut arriver que ce n'est pas tous les jours possible, mais pour un tas de raisons qui sont liées au système ferroviaire. Mais l'objectif, c'est qu'ils voyagent dans de bonnes conditions, que les trains soient à l'heure, que les trains soient propres, qu'on puisse utiliser les toilettes et qu'ils soient informés correctement, notamment quand ça arrive sur le réseau ferroviaire, y compris parfois de manière complètement indépendante de l'exploitant. Je pense notamment à toutes les problématiques qu'on connaît à certaines périodes et qui font que le train est en retard. Mais ce que veulent les gens, c'est être informés, pouvoir éventuellement prévenir leur employeur, prévenir leur famille. Donc voilà, et j'en termine là-dessus. En m'excusant d'avoir été un peu long, en vous remerciant au nom de la chanson de son président de votre écoute.